chose, je vais vous tout de suite partager le support. Hop, hop, hop. Est-ce que tout le monde le voit? Oui, c'est bon, on Est-ce voit que bien c'est tes bon? Alors slides. j'essaie de le caser devant mon écran. Alors C'est parfait. C'est bon ou pas? alors là, tu es sur le Kahoot, il faut que Ah tu non, alors c'est l'autre côté. Très bien. C'est pas grave. Hop, j'ai un double écran, donc ce qui me permet quand même effectivement de pouvoir naviguer. Alors, développer son activité de consultant et de formateur indépendant. Donc, fiche métier, donc très, très importante. Alors, Créactive, pour celles et ceux qui n'étaient pas encore, qui n'étaient pas présents cette journée, donc Créactive, c'est donc un organisme de formation, donc rue de Mogador, donc sur Paris. Donc, bon, Juliette vous a fait toutes les présentations, n'hésitez pas à revenir vers elle naturellement si vous voulez de plus amples informations. Alors, ce que l'on va donc voir ce soir, c'est notre première partie de soirée, c'est consultant, donc formateur indépendant. Qu'est-ce qu'on nous dit dans ce PowerPoint? Donc déjà, la posture et la personnalité des indépendants. Hein, parce que quand on est indépendant, c'est pas rien, c'est-à-dire qu'on est lâché avec soi-même, hein, on est indépendant, on n'est plus salarié, on n'a plus de cadre salarial donc finalement qui nous protège, hein, le cadre salarial donc très protecteur. Donc nous sommes donc indépendants, donc il faut avoir naturellement une posture et une personnalité. On va voir aussi la définition de sa propre valeur ajoutée. On va également, voir survoler, on va dire, élaborer le prix de sa prestation, hein, sa prestation en tant que consultant ou de formateur et ou formateur, c'est comment on peut fixer un tarif, hein, c'est souvent la pierre angulaire donc, de la profession. Comment on trouve ses premiers clients, on mettra sur les pistes, travailler seul et gérer son temps et quelques points d'attention et de conseils qu'on pourra donc vous donner. Alors, on a très peu de temps, donc je vais pas approfondir hein, naturellement le sujet. N'hésitez pas donc à revenir vers Juliette ou Morgane ou Geoffrey éventuellement si vous voulez donc approfondir le sujet de cette formation. Alors, personnalité et posture des indépendants. Alors déjà, on nous dit quoi? Posture et personnalité. Donc, il est vrai qu'un consultant ou un formateur, au final, c'est plus comme avant, c'est plus comme il y a quelques temps de ça. Aujourd'hui, c'est une des professions qui se réglemente, hein, particulièrement la formation, et donc il faut avoir une certaine posture. Donc cette posture, c'est quoi? C'est d'être le maximum généraliste, c'est-à-dire qu'un consultant et un formateur doit être généraliste au sens large de sa profession, mais aussi par rapport à sa propre profession, être spécialiste de traits techniques, la technicité qu'il va pouvoir transmettre en tant que formateur et en tant que consultant, effectivement, elle doit être avérée. Donc, une posture généraliste, effectivement, qui globalement touche à sa fin, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de consultants de haute valeur ajoutée, d'ailleurs, on en parlera de cette valeur ajoutée, et un vrai spécialiste, c'est-à-dire on n'a plus besoin de médecins généralistes, on a vraiment besoin maintenant de chirurgiens. Donc, que ce soit des petites entreprises ou des TPE-PME, effectivement, ils demanderont donc des consultants de haute voltige, si je puis dire, et des spécialistes dans leur domaine d'activité. Alors, on nous parle de cette fameuse définition de consultant formateur, aujourd'hui, celle du T-MAN de Peter Drucker. Donc, il doit avoir les épaules larges, c'est la barre horizontale du T, entendez une bonne culture générale de l'entreprise, c'est ce que je vous disais, et celle-ci doit être fondée sur une expertise solide, donc la barre verticale du T. Et l'expertise solide, c'est vous qui l'avez selon naturellement, votre propre parcours et aussi la mise à jour des connaissances que vous allez avoir tout au long de votre profession. Alors, tous les consultants formateurs, ils ont des traits de personnalité, on va dire, identiques, mais au moins transversaux. Par exemple, l'intégrité, évidemment. L'intégrité, il faut que vous soyez intègre dans votre démarche pour que votre client puisse avoir confiance en vous. C'est juste fondamental. Donc l'intégrité, c'est quelque chose qui est très, très important en tant que consultant formateur. Être organisé, forcément, parce que vous n'allez pas avoir une seule mission, vous allez avoir une multitude de missions en tant que consultant ou de formateur et ou formateur. Donc, il va falloir que vous soyez extrêmement organisé. L'organisation et du travail et l'organisation également administrative en interne, selon votre propre statut juridique. La réflexion, c'est-à-dire réfléchir sur sa posture, hein, réfléchir sur sa profession, réfléchir sur ce que l'on est, et aussi cette réflexion va vous amener naturellement à pouvoir établir de la qualité vis-à-vis de votre client. Être un excellent communicant,
On a beau être le meilleur professionnel du monde, si vous n'êtes pas un bon communicant, ça posera problème. Le côté communication chez un consultant et un formateur est primordial, c'est-à-dire communication claire, nette et efficace, mais surtout être communicant. La bienveillance, c'est-à-dire que cette bienveillance, vous ne jugez pas. Bien évidemment, un consultant et un formateur, fortiori un formateur, transmet un savoir, donc il ne juge surtout pas. Il doit être bienveillant vis-à-vis des formés et un consultant doit être bienveillant vis-à-vis de son client. Et la bienveillance, c'est-à-dire qu'il peut passer éventuellement sur quelques notions non apprises, non comprises par votre propre client. Forte capacité d'adaptation. L'adaptation est primordiale, forcément. L'adaptation, c'est si on ne s'adapte pas, forcément, on risque d'avoir donc des incompréhensions avec ses propres clients et ses propres formés. Ça peut être quand même très, très embêtant. L'empathie et l'écoute, donc c'est en jonction un peu avec la bienveillance. Naturellement, l'empathie, c'est être protecteur, être, comment dire, avoir un esprit relativement large sur les personnes que vous allez avoir en face de vous, si vous êtes consultant formateur. Et l'écoute, il faut écouter et il faut également analyser l'écoute, c'est-à-dire en clair, bon, ça ne rentre pas par une oreille, ça ne ressort pas par l'autre. Il faut impérativement que vous écoutiez pour pouvoir analyser les demandes également. La capacité de conviction, forcément, il n'y a rien de pire que si vous êtes consultant et que vous conseillez un client, quel que soit votre domaine d'activité, il faut impérativement que vous ayez naturellement une capacité de conviction, de convaincre votre interlocuteur. La conviction ne signifie pas ne pas écouter, bien évidemment. La pédagogie, c'est un peu en lien avec la capacité naturellement d'empathie et d'écoute. Être un bon gestionnaire de ses affaires naturellement et un bon gestionnaire, bien évidemment, au sens large du terme, que ce soit de sa propre activité, mais également de sa propre entreprise, le cas échéant, si vous êtes en entreprise ou en société. Donc voilà les supports. Donc ce que vous disait Juliette, vous allez les avoir. Donc tout ça, c'est les traits de personnalité du consultant et du formateur. Et tous ces traits-là sont transversaux. Alors, on va définir sa valeur ajoutée. Alors, des consultants et formateurs, quelle que soit l'activité que vous avez, il y a toujours des traits communs, forcément. Moi qui fais beaucoup de conseils, que ce soit du conseil juridique, le conseil fiscal, le conseil social, ça m'arrive, ou également du conseil en gestion au sens large du terme et en comptabilité, il y a des traits communs. Par contre, c'est de définir sa propre valeur ajoutée. Qu'est-ce que je vais apporter de plus à mon client? C'est quand même très, très important. Et c'est ce qui va vous permettre également de vous démarquer de la concurrence. Donc, la définition de sa propre valeur ajoutée, c'est quoi? Donc, travailler sur la définition de sa valeur ajoutée est la première étape qui vous attend, évidemment, c'est-à-dire une bonne culture générale du secteur et des autres secteurs, naturellement, de savoir de quoi on parle, de sa spécialité, mais aussi de ce qui se passe autour de vous. L'expérience et la créativité. L'expérience me paraît être une pierre importante dans la transmission sur les formateurs, mais également consultants. Il faut avoir un minimum d'expérience naturellement pour être crédible et de transmettre aussi du pragmatisme. Il n'y a pas que la théorie qu'on transmet, il y a aussi du pragmatisme et du pratique. L'expertise, forcément, il faut être expert en sa matière. Je transmets un savoir. Est-ce que j'ai compétence pour transmettre ce savoir? C'est très, très important de connaître sa propre expertise. Un regard extérieur, très très important, ce regard extérieur également. Le regard extérieur, ça peut être le regard extérieur de vos proches, de vos conjoints, d'amis, de la famille, voilà. Non, on peut douter. Le doute est très important aussi en tant que consultant formateur. Je doute sur, je ne sais pas, sur un programme de travail, je doute sur ce que j'ai transmis. Et bien dans ces cas-là, le regard extérieur est toujours très important. Quel que soit le niveau que l'on a, un regard extérieur est toujours fondamental. Du conseil sur mesure et dans un langage adapté. Alors, c'est vrai que j'aime pas trop ce terme-là, mais enfin, il s'emploie très régulièrement. C'est-à-dire qu'un consultant a un gros défaut, c'est qu'il est souvent très technicien. Un formateur également, on peut être très technicien, on peut avoir une technicité avérée. Sauf que le souci, c'est que vous allez être là pour transmettre ce savoir, pour transmettre, si vous voulez, un conseil, transmettre un savoir. Et la personne qui sera en face de vous, les personnes qui seront en face de vous, naturellement, ne comprendront peut-être pas votre langage en tant que haut technicien. Et bien dans ces cas-là, il faudra ne pas hésiter donc à, entre guillemets, vulgariser la matière, c'est-à-dire en clair, si vous avez une technicité, par exemple, en comptable, j'essaie de vulgariser un maximum la matière pour que la personne ou les personnes comprennent.
Et la clé de réussite de votre activité sera que l'autre comprenne bien ce que vous dites. C'est très, très, très important. Donc, l'adaptation du langage, en clair, l'adaptation, c'est donc la vulgarisation de votre matière. Inciter les chefs d'entreprise à prendre plus d'initiatives. Effectivement, l'initiative est importante. La transmission de savoir, la transmission de connaissances doit inciter naturellement ceux qui sont en face de vous à prendre des initiatives, qui permettra d'ailleurs par la suite, bien entendu, peut-être de faire appel encore à vous. Confidentialité et discrétion, évidemment, hein, ça va de soi et ça tombe de sens. Hein. Il est impératif qu'il y ait un esprit de confidentialité et de discrétion. D'ailleurs, je le dis assez régulièrement quand j'anime des formations ou quand je donne du conseil. Souvent, on m'envoie des mails de documents qui sont internes aux entreprises et je le dis automatiquement. De toutes les façons, les documents seront détruits à l'issue de la formation, voilà, ou à l'issue du conseil. Pourquoi ? Parce que la confidentialité est extrêmement importante et surtout, c'est un gage aussi de confiance. Quand un client vous transmettra un document, c'est qu'il a vraiment, vraiment confiance en vous. Hein. Donc, confidentialité et discrétion sont le mix. Motivation et conscience professionnelle, il faut être motivé. De temps en temps, on peut avoir un creux, hein, on est en creux de la vague, on est fatigué. C'est pas par quel bout on va prendre effectivement notre formation ou notre schéma de conseil. Et ben, dans ces cas-là, il faut qu'on se remotive. Alors, de temps en temps, ça peut être aussi, alors c'est dans la posture du consultant formateur, c'est pour prendre un week-end, parce que forcément, quand vous êtes en profession libérale, vous risquez de déborder sur votre de temps libre, donc de travailler le week-end, de travailler le soir, hein, c'est comme ça, c'est en tant que consultant formateur, c'est la vie, c'est comme ça. Et ben, il faut se motiver. Et le fait d'être motivé, ça permet aussi à ceux qui sont en face de se dire que vous avez une vraie conscience professionnelle. Donc la valeur ajoutée, c'est très, très, très important de l'avoir toujours en tête et que ce soit prégnant en vous. Alors pourquoi vous ? Donc quelle est la valeur ajoutée de votre prestation, élément de différenciation ? Si vous arrivez à différencier votre offre de service en tant que consultant ou formateur indépendant, donc c'est vrai que la valeur ajoutée va vous permettre de vous différencier par rapport à la concurrence. Donc si ça vous différencie, tout simplement, ça va vous permettre d'imposer un tarif plus élevé, un tarif cohérent mais plus élevé que la concurrence, améliorer votre visibilité et faciliter les recommandations. Souvent, le consultant formateur, bien évidemment, il travaille par les recommandations, ce que l'on dit dans le langage populaire, le bouche à oreille. Voilà, je connais tel formateur, je connais tel consultant, tu peux y aller, c'est quelqu'un qui a une vraie technicité, qui apporte une vraie valeur ajoutée par rapport à d'autres conseils. Et donc là, naturellement, le schéma se suit. On impose un tarif un peu plus élevé et on améliore aussi sa visibilité, bien évidemment. Alors, ROI, qu'est-ce que c'est le ROI ? Donc, c'est un acronyme qui signifie donc retour sur investissement. Alors, quels sont les bénéfices attendus tels que le retour sur investissement prévisionnel ? Donc, pour un consultant, gain de temps. Alors, le temps, vous vendez du temps. Vous allez vendre du temps. Donc, naturellement, il faut un maximum l'optimiser et donc, si possible, en gagner pour pouvoir vendre d'autres prestations. Augmenter la qualité, je crois que c'est vraiment un incontournable, la qualité de travail. Alors, au début, souvent, on est motivé, donc on fait de la qualité, peut-être même de la surqualité. Et dans ces cas-là, il faut à un moment poser des jalons, de dire, voilà, je sors tel programme, comment je peux, quels sont mes axes d'amélioration au fur et à mesure du temps qui passe, c'est-à-dire toujours améliorer la qualité de ces prestations, qui fera tout simplement de vous quelqu'un qui va se différencier par rapport à la concurrence. La satisfaction du client, très important. Évidemment, il faut que le client soit satisfait. Un client satisfait, c'est un client qui vous rapportera peut-être d'autres clients. On dit toujours qu'un client de gagné, c'est un de gagné, un client de perdu, c'est 100 de perdu. Le bouche à oreille est quand même très, très important. Donc, la satisfaction client doit être une des pierres angulaires donc, d'un consultant. La baisse des coûts, alors la baisse des coûts, c'est d'optimiser effectivement les coûts qu'un consultant peut avoir, principalement la masse salariale, on va en parler tout à l'heure. Et la hausse de la marge, c'est-à-dire qu'un consultant, en général, ce sont des activités qui marchent bien, puisque le consultant n'a pas trop d'achats, il n'achète pas pour revendre. Un consultant, effectivement, facture sa prestation. Donc, si sa prestation est de qualité et qu'il sait se remettre en question, la marge doit naturellement monter. Pour un formateur, la montée en compétences, c'est un peu la même chose que le consultant, c'est-à-dire que la montée en compétences, le formateur doit également se former, doit également
trouver des axes d'amélioration dans sa prestation, et donc cet axe d'amélioration passera aussi donc par la formation. Il doit aussi s'auto-former. C'est quand même très, très important pour un formateur de mettre à jour ses compétences. Une meilleure productivité, donc la productivité, ne pas confondre avec la production. La production, c'est-à-dire le travail que l'on fournit. La productivité, on peut la définir entre un gain de temps que l'on va mettre pour éventuellement finir une tâche, c'est-à-dire gagner du temps sur, par exemple, une prestation de formation, sur un programme de formation. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la productivité, à ne pas confondre avec la production. Idem qu'un consultant, la baisse des coûts, bien évidemment, son autonomie, un formateur comme un consultant doit être naturellement autonome dans ce qu'il fait. Alors, autonome ne signifie pas solitaire, évidemment. Autonome, c'est quelqu'un qui va se prendre en main et qui sait où il va. Voilà. Il établit des programmes de formation, il connaît parfaitement son domaine d'expertise, il est autonome. Je répète, c'est pas du tout la même chose qu'être solitaire. Et l'axe d'amélioration continue au sens très large du terme, c'est-à-dire sa propre amélioration personnelle et l'amélioration continue naturellement de ses programmes de formation. Objectifs et motivation, donc comprendre les objectifs individuels et motivations personnelles de votre interlocuteur, peut vous aider à le convaincre d'acheter donc votre prestation. Effectivement, vous êtes un excellent technicien, c'est redondant avec tout à l'heure ce que l'on a dit, c'est-à-dire la communication. Il faut être un excellent communicant, mais pour être un excellent communicant, il faut écouter. Vous voyez, tout se tient finalement. Et en écoutant votre interlocuteur, vous allez pouvoir mettre en avant effectivement peut-être ses inquiétudes et également ses motivations personnelles, qui va vous permettre naturellement d'établir un programme de formation, par exemple si vous êtes formateur, adapté naturellement à la personne. Il va, le rassurer, et deuxièmement, qui va vous permettre d'avoir une prestation, d'offrir une prestation qui se passe le mieux possible. Très, très important. Alors, le formateur ne forme, ou un consultant ne forme pas qu'une seule personne. Il peut être amené à former des dizaines de personnes au sein d'une société. C'est ce qu'on appelle donc un intra. C'est-à-dire que dans cette société, une société vous met à disposition donc des stagiaires, des formés, donc pour les former. Alors vous allez voir, on en parle d'ailleurs dans cette formation consultant-formateur, vous allez voir qu'après il y a la posture, c'est comment on arrive à manager effectivement donc des formés qui, pour certains, ont été imposés dans une formation. Voilà, je ne vais pas plus loin, c'est dans la formation consultant-formateur, c'est assez passionnant en fait, ça touche l'homme tout simplement avec un grand H. Donc, élaborer le prix de sa prestation, la pierre angulaire, forcément, c'est le prix. Combien de fois on me dit, mais comment je fixe mes prix? Je suis formateur, je suis consultant, comment je fixe mes prix? Par quel côté je prends la bête? Souvent, les consultants formateurs sont des personnes qui ont une vie antérieure qui étaient salariés, et là, ils sont lâchés en grand bain, et ils vous disent, oui, mais je ne sais pas comment fixer mes prix. Comment ça se passe? Alors déjà, pour fixer ses prix, il faut déjà comprendre un peu 2-3 choses. Donc, déjà, l'élaboration de son prix, c'est quoi? Donc, on le répète, votre temps a de la valeur et donc un prix, puisque vous vendez du temps. Vous allez vendre du temps. Donc, vous vendez des services, des prestations, graphisme, informatique, conseil et que sais-je. Vous démarrez, vous ne savez pas combien facturer vos prestations. Alors déjà, pour commencer, il y a une alchimie d'un certain nombre de choses. Le prix de votre travail. Combien vous l'évaluez, tout simplement. Alors, on peut évaluer par rapport à la concurrence, on peut aussi s'auto-évaluer. Le prix du travail, le prix que votre client est prêt à payer. Et oui, c'est toujours pareil, parce que nous sommes dans un marché libre. Et donc, forcément, vous, si vous avez un prix, que vous annoncez un prix à un client et que le client a un budget qui plafonne et qui est largement ou nettement dessous de votre prix de vente, vous allez vous poser des questions. Que je n'ai pas surévalué ma prestation, et après, ça vous permettra naturellement de négocier avec le client une prestation peut-être soit à la baisse, soit vous allez enlever quelques programmes, soit vous allez faire un effort, diminuer votre prix. Sinon, votre client risque d'aller peut-être vers un autre organisme et de formation ou un autre conseil qui sera peut-être, il y aura peut-être une formation moins élitiste que la vôtre, peut-être moins professionnelle, le prix sera toujours un peu moins que le vôtre. Donc ça, c'est une réflexion impérative à avoir. Et le prix fait par la concurrence, c'est ce que je vous expliquais, c'est de voir un peu ce que fait la concurrence. Voilà, tiens, sur tel programme de formation, on parle de graphisme, voilà, je suis graphiste, je vais donc fournir cette profession graphique, que fait mon concurrent direct? Voilà. Quel tarif il propose? Donc, c'est l'alchimie de tout ça qui fait que derrière, vous allez donc pouvoir déterminer un prix, mais pas que, parce qu'il n'y a pas que ça. Donc, pour élaborer son prix, naturellement, le premier,
le premier centre de coût pour un consultant formateur, c'est sa rémunération. C'est sa rémunération, forcément, puisque globalement, il n'y a pas trop de coûts, hormis sa rémunération, peut-être mis à part peut-être les locaux, un véhicule ou quelques frais généraux relativement succincts. Mais le premier centre de coût d'un consultant formateur, c'est quoi? Oui, c'est son salaire. Alors, on vous donne rapidement une méthode de calcul, c'est-à-dire que, par exemple, pour un consultant formateur, il souhaite se verser un salaire de 40 000 € net, 40 000 € net à l'année, vous l'aurez compris. Donc, prenons un nombre moyen de jours travaillés sur l'année égal à 220, avec un taux facturé de 60% et des charges sociales égales à 45%. Il va falloir prendre une grille la haute en termes de charges sociales, parce que ce que vous touchez dans la poche, naturellement, c'est parce que c'est la base, parce que c'est ce que vous touchez, mais malheureusement, on a des charges sociales en France, donc il faut les payer. Et le taux, il est effectivement entre 40 et 45%. Donc, dans ces cas-là, on vous donne un petit triptyque. Exemple d'élaboration de calcul, une prestation de conseil, donc salaire net cible, donc ça, vous pouvez le faire chez vous, 40 000 €, charge sociale, 18 000 €, on va donc multiplier par 0,45 qui va nous donner un total de charges salariales, c'est-à-dire salaire net plus les charges de 58 000 €. Donc si vous touchez 40 000 € à l'année, ça coûtera à votre organisme ou à votre société 58 000 €. Donc c'est donc les 40 000 plus les 18. On peut avoir en général des frais annexes, je répète, le véhicule, éventuellement un bureau, ou d'autres charges donc, qui sont évaluées en règle générale pour un consultant formateur à 15%, effectivement 15-20% du chiffre d'affaires, donc 10 235, on va les évaluer. Et donc le montant du chiffre d'affaires à obtenir sera de 68 235, c'est-à-dire, c'est peut-être une notion qui vous touche ou que vous avez entendue aujourd'hui, ce qu'on appelle le seuil de rentabilité, c'est-à-dire que pour couvrir l'intégralité de mes frais fixes, y compris ma rémunération, il faut que je facture donc 68 235 € précisément de prestations qui correspond à 132 jours de mission avec naturellement un taux que l'on a défini. Voilà, donc c'est comme ça que l'on va définir un prix de vente et ce prix de vente va vous donner donc un tarif à la journée qui sera donc de 516 €. C'est simple, on va prendre le seuil de rentabilité divisé par 132 jours et donc ça vous donnera un prix de vente de 516 €. Évidemment, à votre client, je vous invite à ne pas présenter 516 € de taux moyen, de taux moyen à l'année, au jour, mais d'arrondir 500 ou 550 par exemple. Donc ça, c'est un petit exercice que vous pouvez faire vous-même de votre côté. Donc, élaborer son prix, je répète, équilibre entre la production d'une mission, donc chiffre d'affaires, et les tâches liées au développement de son activité de consultant, sans chiffre d'affaires associé. C'est-à-dire que vous vendez une prestation, mais derrière, en tant que consultant formateur, il est évident que vous allez passer du temps à pouvoir développer votre activité, et ce temps-là, naturellement, ne sera pas rémunéré. Le réseautage, la formation, la conception, la mise à jour d'outils, la prospection ne génère aucun chiffre d'affaires. Évidemment, alors est-ce que c'est du temps de perdu? Non, j'appelle ça plutôt de l'investissement temps. On investit du temps pour pouvoir se générer dans le futur du chiffre d'affaires. Donc, il faut être un maximum et il faut bien recentrer ses affaires et surtout gagner en productivité. Ce qu'on a vu tout à l'heure, si vous vendez une mission, pour pouvoir donc réseauter, naturellement, bâtir vos plans de formation si vous êtes formateur ou si vous êtes consultant, naturellement, pouvoir élaborer un cahier des charges et pouvoir élaborer donc un programme. Un prix trop bas nécessitera de faire plus de missions et laissera moins de temps pour le développement de votre activité. Effectivement, je dis toujours qu'il faut marger. Ce qui fait vivre une entreprise, ce qui fait vivre donc un consultant ou un formateur, c'est la marge. C'est-à-dire, en clair, ne vendez pas des prestations pour vendre, ne pratiquez pas des prix très très bas. Pourquoi? Parce que déjà, vous allez vous fatiguer à développer des missions annexes ou à développer d'autres missions, qui fait que de toutes les façons, vous allez perdre du temps en développement, vous allez passer beaucoup de temps en créant des programmes de travail, faisant des rapports ou que sais-je. Donc, un prix trop bas, vous risquez de vous user. Donc, attention donc, à ne pas facturer des prix trop bas. Donc, un prix trop bas sera donc difficile à être remonté par la suite. Clairement, si vous travaillez avec un client, si vous énoncez un prix, par exemple, vous faites votre calcul, vous devez atteindre 500 € à la journée, et qu'au final, vous dites à votre client, pour avoir la mission, je vais lui vendre à 250 €, moitié moins, ça va être compliqué d'augmenter ses tarifs. Et si vous augmentez votre tarif, forcément, votre client va vous demander « mais pourquoi tu augmentes tes tarifs? Qu'est-ce qui fait que ?» Ça peut être très complexe. Donc,
surtout, même si vous commencez, même si, voilà, si vous avez une vision de votre activité, ne facturez jamais au prix le plus bas pour prendre la mission, ou alors il faut que ce soit vraiment très ponctuel, mais globalement, il faut que vous ayez des prix qui vous permettent de vivre, tout simplement. Alors, trouver ses premiers clients. Donc, comment on trouve ses premiers clients? Bon, déjà le démarchage. On va déjà démarcher. Donc, la prospection est un métier. Quand on ne dispose pas de moyens financiers, on se doit de consacrer du temps à la disponibilité. Alors, prospection, le démarchage, déjà, pour moi, c'est connaissance. Si vous avez travaillé dans une société, ça peut être aussi tout simplement retravailler avec cette société en étant consultant formateur externe et donc de facturer des prestations, vous, en tant qu'indépendant. C'est aussi, par exemple, faire des mini-réunions d'information. Hein. Par exemple, ça ne coûte pas très cher et comme dirait la publicité, ça peut rapporter gros, c'est-à-dire que vous faites des petits déjeuners éventuellement liés à votre activité, vous invitez un panel de personnes et ces personnes-là risquent de venir vous voir en disant est-ce qu'on peut travailler ensemble? Je voudrais en savoir un peu plus, par exemple. Donc, c'est très important. Le réseautage est très important et aussi tout ce qui est organisation de réunions, organisation de meetings. Ça, c'est aussi très important. Et c'est le bouche à oreille et c'est de démontrer, comme je le disais tout à l'heure, la valeur ajoutée que vous allez donc dégager. Donc, organiser des réunions physiques, inviter vos prospects sur des thématiques précises, je le répète, ça peut être sur un petit déjeuner, ça peut être aussi tout simplement un after work, ça peut être aussi un 5 à 7, comme on dit, voilà, pourquoi pas. Donc, c'est très, très important, le réseautage. Alors, par où commencer? Donc, quelques conseils pour trouver vos premiers clients. Donc, actionnez votre réseau de connaissances pour profiter de leur réseau et enrichir le sien, forcément. Le consultant formateur va s'enrichir des réseaux qu'il a déjà autour de lui. Donc, cela permet d'obtenir de précieuses informations, des introductions, recommandations avec un contrat direct. Souvent, c'est le besoin qui crée la demande. Si votre cercle est plutôt réduit, la première action est de créer votre réseau de contacts, anciens collègues, anciens élèves, famille, etc., les écoles, si vous avez fait des écoles. Et c'est le moment de leur montrer que vous existez encore naturellement, que vous existez et que vous proposez donc des missions à valeur ajoutée. Ils vont permettre naturellement de pouvoir développer donc des contrats. Alors, que savez-vous de vos prospects avant de les rencontrer? Également, c'est important. Donc, consacrez du temps à connaître vos prospects, qui ils sont. Il n'y a rien de pire que si vous arrivez dans une société et qu'au final, vous apprenez sur le champ qui ils sont. C'est quand même un peu gênant. Donc, décryptez leurs attentes et leurs besoins pour comprendre leur grille de lecture. Identifier leurs problèmes implicites et explicites, donc pour leur formuler une proposition d'intervention pertinente et ajustée à leurs besoins, très important. Si on vous demande une veste verte, n'allez pas vendre une veste bleue. Vous vendrez une veste verte, donc il faut impérativement que vous puissiez apporter donc, la commande, la veste verte, pas la veste bleue, sinon ça vous passera sous le nez. Mettre en place un système de veille adapté, articulé notamment autour de la surveillance des sites Internet les plus sensibles. Donc une attitude proactive à l'égard de votre environnement est une condition sine qua non de votre réussite commerciale déterminante pour approcher vos clients. Évidemment, les premiers clients, on les a naturellement, ils gravitent autour de nous. Donc, je le répète, pensez aux prescripteurs, salons, clubs de créateurs ou de dirigeants. Vous avez un certain nombre de salons qui existent un peu partout en France, donc n'hésitez pas donc, à les aborder et donc à distribuer, comme on dit, des cartes de visite, que ce soit physiques ou virtuelles. Lorsqu'on est consultant indépendant, vendre égale se vendre. Évidemment, on se vend soit sa prestation, mais on se vend aussi soi. C'est quand même très, très important. Savoir se présenter en tant que consultant et présenter son offre de service. Donc, entraînez-vous à vous présenter. Pensez à l'art du storytelling. Ça, c'est quand même très, très important. Je crois que Reactive, justement, une formation là-dessus. Forcément, on est consultant et formateur. Il faut savoir se présenter et puis il faut aussi savoir donc, transmettre un message. Donc, chez les clients, n'hésitez pas à utiliser quelques slides pour appuyer votre présentation. Évidemment, c'est la valeur ajoutée. Ça fait partie de la valeur ajoutée. Vous allez voir un client, vous présenter quelques slides de votre parcours, qui vous êtes et surtout donc ce que vous allez donc proposer donc à votre client. C'est le BAPA naturellement commercial. Alors, travailler seul, je vais me dépêcher parce que je suis bavard et il faut que j'avance. Travailler seul, désolé mesdames, travailler seul et gérer son temps, alors ça c'est quand même très très important en tant que consultant formateur. Donc le manque de temps n'est rien d'autre qu'un manque de priorité. Forcément, il faut prioriser naturellement son calendrier. La priorisation, c'est quoi? Donc pourquoi gérer son temps? Parce qu'on risque de partir dans tous les sens et surtout à un moment à faire tout n'importe quoi, on ne fait plus rien. Donc consultant ou formateur
Vous serez avant tout indépendant. Cette indépendance a un coût, c'est du savoir gérer son temps pour garantir sa rentabilité. Donc le temps, je le répète, c'est d'optimiser son temps pour obtenir une meilleure rentabilité de ses dossiers, de ses affaires. Donc oui, il faut prioriser ses tâches, c'est ce qu'on vous répète. Donc pour une meilleure utilisation, le temps doit être d'abord consacré à des tâches dites prioritaires, forcément entrant de façon certaine dans le champ des objectifs fixés. Donc, il est donc important de comprendre l'emploi de son temps afin de savoir ce que l'on fait, ce que l'on va faire et comment on va le faire. Alors, je dis toujours que ce n'est pas celui qui parle le plus fort avec qui il faut travailler, c'est celui qui vous apportera du business et qui vous fera confiance. Souvent, quand on est consultant, voilà, on a souvent des clients qui sont très chronophages et ces clients-là ne vous rapportent pas excessivement beaucoup. Donc, attention à la priorisation aussi des clients. Alors, par exemple, on vous donne quelques gestions du temps, donc listez les tâches que vous devez réaliser, puis classez-les selon l'urgence de l'importance. Voilà, vous avez les slides, urgent, important, tâches importantes et urgentes, donc vous allez traiter naturellement, c'est vous qui allez déterminer les tâches les plus importantes, les moins importantes, et on a aussi une matrice qui s'appelle Eisenhower, voilà, comme un fédéral américain. Donc, dans cette matrice, c'est vous qui allez naturellement donc, définir vos tâches importantes et surtout aussi, pas déléguer, ne faites pas tout. Les tâches, par exemple, administratives, même si on est consultant indépendant ou formateur indépendant, n'hésitez pas à les déléguer à des personnes, soit les secrétaires indépendantes, soit éventuellement si vous avez quelqu'un en interne. Point d'attention et de conseil. Donc, temporalité, donc vous voyez, on parle toujours du temps, c'est toujours prégnant en tant que consultant formateur. Donc, activité cyclique, but, aller chercher de la récurrence. Donc, la récurrence, c'est de pouvoir avoir des contrats qui tombent tous les mois. Ça, c'est quand même, voilà, c'est vraiment le Graal. Si vous arrivez à avoir un contrat qui tombe tous les mois en tant que consultant formateur, c'est très, très bien. Donc, je vends mon temps, donc ressources limitées, et évidemment, donc optimisation, soit du prix, soit de la sous-traitance. On peut aussi sous-traiter une partie de formation ou de consulting ou de tâches qui vous permettent de vous dégager du temps et donc de vendre de la valeur ajoutée. Mixer des missions à court, moyen et long terme. Le pricing, donc souvent tendance à sous-pricer au début, aller chercher de la récurrence, éliminer progressivement les mauvais payeurs, savoir travailler gratuitement si c'est utile. Bon, je sais pas, je dépasse un peu mon temps déjà. Les mauvais payeurs en tant que consultant formateur, il y en a, vous en aurez. Naturellement, ces clients-là, il faut soit les faire sortir de votre société ou de votre activité, soit redéfinir avec eux effectivement les conditions de paiement. Ça, c'est encore un autre problème. Alors, savoir travailler gratuitement, je le répète, c'est pas de la perte. Quand on travaille gratuitement pour un client, pour un organisme, on ne travaille pas gratuitement. C'est-à-dire que tout de suite, on va dire on travaille gratuitement, je perds de l'argent. Non. Il faut prendre ça comme un investissement futur. Voilà. Si vous travaillez quelques heures, quelques jours, voire même quelques semaines pour un client que vous ne facturez pas, posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment effectivement de la perte? Ça peut être de la perte, ou alors est-ce que c'est un investissement futur? Quelques conseils, oui, à titre personnel, de ne pas s'isoler, surtout pas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Être autonome ne veut pas dire être coupé du monde, surtout ne pas s'isoler. Continuer la prospection lorsqu'on est en mission, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez une mission qu'il ne faut pas continuer à prospecter, c'est-à-dire que c'est le coup d'après. Ne promettez pas la lune, exact, souvent on veut faire plaisir, oui, pas de problème. Demain, pas de problème, je ferai demain. Puis vous vous rendez compte que dans le programme de travail, ça va prendre beaucoup plus de temps. Il n'y a rien de pire pour un client. Souvent, les clients, vous leur donnez une date et vous vous y tenez. Donc attention aussi à ce timing, à ce rendu qui peut être malheureusement sous-évalué. Donc, trouver des partenaires prescripteurs, conserver une équipe de vie privée et vie pro, très important également. Surtout, ne restez pas seul. Il faut impérativement vous fixer donc des caps, vous fixez aussi des week-ends, des vacances, des soirées. Ne vous coupez pas de votre environnement. Ayez quand même encore une vie sociale, bien évidemment, donc vie personnelle et vie professionnelle. Donc, tester son idée avant de se lancer, évidemment, et révéler le commercial qui est en vous. C'est une des pierres angulaires de l'activité de consultant formateur. C'est aussi de pouvoir transmettre, certes, une technicité, mais aussi de la vente. Alors, il y a un cas où j'ai dépassé de 5 minutes. Ce que je vous propose, c'est d'aller donc en objectif. Juliette, je présente là? Oui? Oui, c'est bon, c'est bon. On va enchaîner, après on enchaînera sur les questions. D'accord. Objectif, donc devenir formateur, créer et développer son activité de formation, donc formation certifiante sur 35 heures. Donc, je sais pas, je vais peut-être essayer d'ajuster mon écran. Alors,
Quand démarrer, donc Juliette me coupe si j'ai une bêtise, donc prochaine session à partir du 12 juin, c'est ça, si les dates n'ont pas changé, jusqu'au 16 juin, quand on est en groupe. Sinon, si vous, à titre perso, c'est peut-être un démarrage naturellement immédiat. Donc, cette formation, devenir formateur, créer et développer son activité de formation, donc c'est 35 heures. Avec, naturellement, cette formation, ça va vous permettre de créer, mettre en place votre activité de formation. La formation, je le répète, et c'est pas innocent, ça se réglemente de plus en plus. On vous en parlera naturellement. Concevoir, donc, avec cette formation-là, vous allez pouvoir concevoir votre offre de formation. On va vous aider à la concevoir. Votre offre de formation, c'est pareil. Ça rentre dans un cadre réglementaire. Et promouvoir et développer votre activité de formation, c'est le côté dont vous parlez tout à l'heure, commercial, c'est-à-dire qu'on va développer son activité de commercial, de formateur, et on vous donnera des clés pour développer son activité de formateur. C'est une formation qui est éligible donc au CPF, naturellement. Vous avez un lien juste en dessous et vous allez avoir des charmantes personnes qui vont communiquer avec vous dans ce cas-là. Et on a une deuxième formation pour les formateurs. Voilà, devenir formateur, concevoir, animer une formation certifiante, idem, 35 heures. C'est important, ces formations-là. Pourquoi? Si vous voulez vraiment être formateur, consultant formateur, je le répète, la formation se réglemente de plus en plus. Donc, ils vont demander, donc les organismes, quand vous allez vous enregistrer, on demandera effectivement des certifications. Donc, idem quand démarrer, donc les prochaines sessions, vous les avez sous les yeux et à votre rythme, naturellement, à titre personnel. Donc, dans les objectifs de cette formation, donc à l'issue de cette formation, donc c'est de concevoir une action de formation en phase avec les besoins des participants, connaître les techniques d'animation de groupe en intégrant les outils adaptés à la situation. C'est les techniques d'animation de groupe, forcément, quand on a des personnes en face de soi, il faut pouvoir naturellement les animer, donc ces formations, pour que les personnes soient actifs dans cette forme de formation. Mettre en place un dispositif d'amélioration continue basé sur l'évaluation des stagiaires. Une formation, ce n'est pas que de transmettre un savoir, c'est d'évaluer au fur et à mesure les stagiaires. Est-ce que les stagiaires ont acquis ou non acquis effectivement cette transmission? Donc ça, on va vous donner des clés avec cette formation. Et garantir la qualité, certifier vos compétences de formateur, évidemment, sans dire que derrière cette formation, on va quand même que vous allez pouvoir garantir, certifier que vous êtes un bon formateur et que vous allez pouvoir donc vendre vos formations. Idem, c'est éligible au CPF. Le lien, vous l'avez dans le slide. Dernière formation, devenir consultant indépendant. Vous remarquerez que formateur, c'est une chose, consultant, c'en est une autre. Le formateur va transmettre un savoir, le consultant, comme son dit, va conseiller. Donc, on est plus dans le monde de l'entreprise. Donc, troisième formation, idem, vous avez les dates donc sous les yeux et si vous êtes seul, donc vous pouvez naturellement démarrer tout de suite. Donc, les objectifs de cette formation, donc devenir consultant indépendant, c'est identifier vos expertises métiers. Forcément, je suis consultant, donc ça veut dire une haute valeur ajoutée. Quelles sont mes expertises métiers? Expertise avec un S, ça peut être aussi une expertise métier d'ailleurs. Structurer votre stratégie de réseau et de développement commercial. Idem, on a beau être le meilleur consultant du monde. Si on n'a pas une propension à faire du commercial, ça peut être compliqué de vendre ses propres prestations. Maîtriser les concepts de base du métier de consultant indépendant et comprendre la posture du consultant indépendant. Forcément, un consultant, comme on l'a vu tout à l'heure, a une posture à tenir. Je pense en avoir fini. Voilà, bénéficier de notre diagnostic projet, je vous invite naturellement à... Tout à fait. En fait, si vous hésitez, par exemple, si vous êtes formateur indépendant ou que vous souhaitez devenir formateur indépendant et que vous hésitez entre les deux formations, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nos conseillers formation et en fonction de votre profil, votre situation et de vos compétences, on vous guidera pour aller sur telle ou telle formation. Dans tous les cas, la formation est certifiante. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Morgane va vous mettre le lien dans le chat. On a ouvert 2 nouveaux créneaux puisqu'on a été un peu victime de notre succès ce matin. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Ça sera d'ailleurs avec Maxence, normalement, que vous avez vu ce matin, qui s'occupe des formations pour les formateurs ou pour les consultants. Donc, voilà, Morgane vous a mis le lien dans le chat, donc n'hésitez pas à prendre
à prendre rendez-vous avec Maxence pour toutes ces questions et aussi pour obtenir un financement. Sachez que 99% des apprenants chez Créactif ont pu bénéficier d'une prise en charge de leur formation. Donc ça peut être intéressant à creuser. Alors, au niveau des questions, avons-nous l'obligation individuelle Calliope? Non, Patrice? clairement, non. Calliope, c'est quoi? C'est c'est une marque importante pour un organisme de formation. Calliope, il faut l'avoir si vous voulez taper dans les financements dits publics. Si vous êtes un formateur, alors je parle dans le cadre de la formation naturellement, là c'est de la formation, pas du consultant, pas être consultant. Consultant, il n'y a pas besoin de Calliope, puisque c'est le domaine pas classique commercial. Par contre, en tant que formateur, si vous voulez effectivement avoir des financements publics, oui, effectivement, Calliope sera donc une obligation et vous serez audité par Sachez un organisme. que, par exemple, Créactif est bien évidemment un organisme certifié Calliope puisque du coup, vous pouvez, financer votre formation avec des fonds publics. Voilà. Et c'est aussi un gage de qualité. C'est un gage de qualité, évidemment. Alors, tu as un peu répondu à la question au cours de la présentation, mais si tu peux peut-être synthétiser. Sur quoi se baser pour établir ces tarifs? Quel est le tarif journalier d'un consultant? C'est toujours la question que tous les consultants et les formateurs posent de toute façon. Je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est la question première. C'est comment je fixe mes tarifs. Écoutez, cette question-là, je vais répondre. Vous êtes consultant. Pourquoi? Voilà. Un consultant, moi je suis consultant, je le répète, en fiscalité, en gestion au sens large du terme. Mes tarifs, je les fixe parce que je suis issu de la profession comptable, donc j'ai tarifs, j'ai fixe selon profession comptable. Donc je prends un milieu et puis je crée mes programmes de formation. Je sais que mes programmes de formation sont toujours de haut niveau, donc j'adapte mon tarif et aussi, très clairement, je vous le dis franchement, j'adapte aussi mes tarifs par rapport aussi à mon client. Vous avez des clients qui ont dit, voilà, moi j'ai un budget de formation de temps, même si j'ai fait mes petits calculs et que je suis au-dessus, je vois comment on peut soit diminuer la prestation du client, ce que j'aime pas beaucoup, soit je prends sur moi et je diminue un peu mes tarifs. Donc la fixation effectivement de sa propre tarification, ce que je vous conseille, c'est calculer votre seuil de rentabilité. Vous avez dû le voir ce matin, c'est-à-dire le chiffre d'affaires que vous devez atteindre pour pouvoir vous rémunérer. On se moque du montant de la rémunération. Un consultant peut toucher 2000 euros, 3000, 5000, 6000, 10 000, ce n'est pas le problème. C'est de calculer le chiffre d'affaires lié effectivement déjà à sa rémunération. Naturellement, à sa rémunération, on va y inclure les charges. Voilà, donc le marché est libre. C'est vous qui allez, avec l'expérience, fixer vos propres tarifications entre la concurrence, votre client et également votre propre seuil de rentabilité. Alors, une remarque de Johan, je crois qu'il y a un vrai gap entre la connaissance et l'expertise du consultant et un deuxième gap entre l'expertise et la reconnaissance par ses pairs. Comment voyez-vous les étapes pour passer de consultant qui a de la connaissance à l'expert reconnu par ses pairs? La question est bonne. Effectivement, c'est un peu comme tout. C'est comme dans toute activité. Finalement, comme on dit, il y a à boire et à manger. Bon, comme vous dites, je ne sais pas qui pose la question, mais vous avez raison, il y a des consultants qui ont des connaissances et des consultants qui ont une expertise. Alors, moi, j'aime bien la valeur ajoutée, on en a parlé. Moi-même, avoir affaire à des consultants, clairement, dans d'autres domaines d'activité. J'aime bien que ces consultants-là aient une expertise, c'est-à-dire un consultant a un taux horaire qui est ce qu'il est, mais qui peut être aussi important. Donc, quand on va voir un consultant, on veut qu'il ait vraiment une expertise métier, c'est-à-dire qu'il sache de quoi il parle. Un consultant qui a des connaissances, les connaissances, c'est le plancher, c'est le minimum. Donc, pour éventuellement combler ce manque, c'est que le propre consultant fasse aussi des formations pour également améliorer son expertise. Par exemple, moi qui suis consultant formateur maintenant depuis bientôt 10 ans, d'ailleurs, ça passe tellement vite, tous les ans, tous les ans, tous les ans, je me forme. Enfin, tous les ans, pardon, je rectifie. Je prends des formations pour me former dans mon domaine ou dans d'autres domaines. En revanche, je me forme continuellement sur les nouvelles activités légales, fiscales, etc., puisque c'est mon métier de base. Donc, aujourd'hui, je suis considéré comme un vrai consultant expert et non pas comme un consultant avec des connaissances. Un consultant avec des connaissances,
s'il ne démontre pas son expertise, aura, pour un chat, du mal naturellement à développer donc, son activité de consultant. Comment savoir quel est le prix que le client est prêt à payer et comment connaître le prix qui est fait par la concurrence? Alors, le prix de la concurrence, alors en termes de, là pour le coup, du formateur, c'est presque assez simple. Que souvent, quand vous allez sur les sites des organismes de formation, bah, ils annoncent la couleur. Ils vous mettent le tarif. Voilà, ils vous mettent la tarification. C'est la tarification médiane, hein. Après, il y a forcément des négociations. En tant que consultant, je le répète, hein, c'est totalement libre. Vous êtes conseil, bah, il y a des consultants qui prennent, prenez les grands conférenciers qui prennent 200 000 euros voilà, la conférence. C'est des très grands consultants, très haut niveau, qui prennent beaucoup d'argent. Et puis des consultants, classiques, qui prennent 1 000 euros par jour, 2 000, selon votre expertise, on vient d'en parler, selon aussi ce que vous allez apporter comme valeur ajoutée à votre propre client. Et comme vous venez de le dire, selon ce que votre client a comme budget. Dans ces cas-là, clairement, c'est déjà d'appeler le client, de discuter avec votre client, et dans la discussion, forcément, un moment ou un autre, il vous dira, ben voilà, on a un budget de temps globalement, et vous pouvez très bien poser la question. Voilà, je prends le cas, si vous faites du conseil, vous êtes consultant, ben voilà, votre demande, moi j'estime que le rapport que je vais vous fournir à un prix, est-ce que vous avez le budget? Tout ça, c'est en lien avec naturellement la discussion que vous aurez avec votre client. Mais je le répète, il n'y a pas de prêt-à-porter concernant les prix, c'est du sur-mesure. Il y a une petite remarque. Attention au prix pour le client, un prix doit être assez haut, sinon c'est suspect d'après mon expérience. Complètement. Alors, assez haut, attention, ce qu'on appelle assez haut, je ne sais pas ce que ça veut dire assez haut. Il faut qu'il soit, je l'ai dit tout à l'heure, le prix doit être à la hauteur de votre expertise. Voilà, il faut qu'il soit à la hauteur de votre expertise. Si vous vous sentez calé dans un domaine d'activité, votre prix sera le sien. Si le client estime qu'effectivement le prix, c'est le vôtre, mais que derrière, il y aura une vraie expertise, ça passera crème. Pourquoi prendre 132 jours de facturation? Est-ce une moyenne de 11 jours facturés par mois? Le reste, c'est pour la vente, la création des formations et l'administratif? Oui, ça peut être ça. Alors là, c'est un exemple qu'on vous a donné sur le slide, évidemment. Le reste peut être, un, pour le développement commercial, évidemment. Deux, oui, vous avez raison, pour le côté administratif. Trois, pour la création. Alors, si vous êtes formateur de support de formation, vous formez également, très important. Il faut du temps pour se former. Et puis, peut-être aussi pour prendre un peu de temps pour soi-même. Je le répète, le temps si personnel est important. Ok, alors je vais regarder s'il y a d'autres questions. Alors, tu l'as un petit peu dit, mais est-ce que tu peux le rappeler? Quelle est la différence entre un consultant et un formateur? Oui, sans problème. Un formateur transmet un savoir. C'est-à-dire que je vais prendre les formations que je fais très régulièrement sur la liasse fiscale. Par exemple, dans les entreprises, en intra, je transmets un savoir sur la liasse fiscale. Dire voilà comment vous faites la liasse fiscale. Le mécanique, vous faites ceci, vous faites cela. Par contre, quand j'ai ma casquette de consultant, donc je conseille l'entreprise, c'est-à-dire que je suis pilote. C'est un client me dit voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que je peux aller dans telle direction ou pas? Donc, je suis copilote avec le chef d'entreprise ou le directeur financier, peu importe. Donc, la différence sensible est majeure. Souvent, c'est vrai, vous avez raison de poser la question, elle est pertinente. Souvent, on confond les deux, consultant et formateur. Non, ça n'a rien à voir. Un formateur, il transmet un savoir. Un consultant fait du consulting, il conseille. Donc, c'est-à-dire qu'il est copilote. Attention, j'ouvre une parenthèse, à la responsabilité, naturellement, si vous êtes conseil, si vous êtes formateur. Ça n'a pas grand-chose à voir. Je souhaite faire de l'accompagnement en sport santé au sein des entreprises et comment vendre mes prestations. Comment dire? Est-ce que je peux répondre à cette question? Non, je peux pas. Il y a pas, je le répète, j'ai pas de prêt-à-porter. Consultant en sport, comment je vends les prestations? C'est vous qui est maître en la matière. Donc, est-ce que je suis en droit de vous dire, bah, fais ceci ou fais cela? En plus, je me tromperais parce que je ne connais pas votre domaine. Et en plus de ça, j'ai pas d'appétence en tant que consultant en sport. Vous m'aurez posé la question si c'était la fiscalité, j'aurais peut-être pu vous aiguiller, mais là, pas du tout. Donc, c'est pas que je ne veux pas vous répondre, c'est que c'est du sur-mesure, c'est pas du prêt-à-porter, donc je ne peux pas vous répondre en tant que tel. Comment apprendre à créer mon programme de formation? En faisant une formation chez Créatif? Oui.
Oui, oui, et j'ouvre une parenthèse, c'est pas que pour vendre une formation créative, évidemment. Franchement, moi j'ai suivi une formation comme ça, devenir formateur, c'est un programme long. Je peux vous garantir que au début, je me suis dit, est-ce que ça va vraiment me servir? Ça fait 10 ans que je l'ai fait, je vous garantis qu'aujourd'hui, ça me sert encore, et ça me sert beaucoup, parce que moi-même, étant aussi Calliope sur mon organisme, je vous garantis quand vous avez un audit, on vous pose des questions sur les programmes de formation. C'est pas le fond qui est important, c'est la forme. Et oui, en effet, on va vous donner des pistes et aujourd'hui, c'est normé. N'oubliez pas que la formation est normée et se réglemente de plus en plus. Donc, oui, si vous voulez vraiment être formateur et créer des programmes de formation, suivez la formation créative. Vous ne serez pas déçus parce qu'effectivement, tous ceux qui sortent ont toujours de très, très bons commentaires de cette formation. Et surtout, ça va vous mettre dans des voies, dans des pistes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'on est bon. Et ben, écoute, merci beaucoup, Patrice. Donc vous J'espère que pouvez c'était clair. oui, je pense que c'était très clair. Désolé un peu Heu, long pour l'habitude. donc vous pouvez retrouver, Patrice sur les formations, de devenir, consultant et devenir, formateur si ça vous intéresse. Voilà, Je vous en prie, Gisèle. on fait plusieurs types, de formations. Dans tous les cas, elles sont certifiantes parce que ça a vraiment une demande de nos clients puisque, surtout sur l'activité de formateur, aujourd'hui, c'est, pratiquement obligatoire d'avoir une certification. Donc c'est pour ça aussi qu'on a fait le choix, d'avoir nos propres certifications.